ce qu'a dit mon collègue de région. Madame la rapporteure, je vous redonne la parole, étant Oui, ici je vous que, remercie, que Monsieur Madame le Président. Madame Alors, Décidé et Madame Stenbach ont aussi également des questions complémentaires. d'accord. Désolée d'insister, mais enfin, nous sommes là pour, évidemment, en tant que commission d'enquête, éclairer au maximum, nous éclairer au maximum et puis, évidemment, échanger sur des sujets extrêmement importants. Donc, sur la RIPM, où vous indiquez que, et d'ailleurs, c'est une réponse aussi à Monsieur le Président, que tout a été tranché dans le cadre de la DUP. Alors, je m'inscris en faux sur cette question. Et d'ailleurs, en l'occurrence, je suis suivie, ou exactement, peut-être je suis, parce que c'est lui qui a plus d'expertise, Monsieur Berg, sur cette question, dans le cadre des réponses qu'il a pu nous faire, notamment sur la satisfaction des trois critères de dérogation de la raison impérative d'intérêt public majeur, où il indique évidemment, la jurisprudence invite à étayer ce point. En effet, le caractère reconnu de l'utilité publique ou de l'intérêt public d'un projet ne suffit pas à justifier la RIIPM au sens de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement. Il convient de démontrer le caractère impératif et majeur du projet et ainsi plusieurs éléments, s'appuyer sur des chiffres sourcés et datés concernant l'accidentologie, les besoins en logement, les créations d'emplois, mais également le gain de temps et tous ces sujets qui nous préoccupent et sur lesquels on voit bien que nous avons des interrogations qui subsistent suite à cette audition, puisque l'Adréal nous indiquait dans des documents que le gain de temps serait de 15 minutes. D'autres documents nous indiquent 35 minutes et dans l'arrêté interdépartemental, vous indiquez 25 minutes, sans que l'on sache jamais vraiment. Et d'ailleurs, c'est les réponses que vous avez pu nous faire dans le cadre des questions 1 et 2 sur ce sujet, sans que l'on puisse savoir vraiment de où à où ont été faites ces études, puisque nous sommes sur une autoroute de 53 km, Toulouse-Castres-Verfeil, et c'est bien sur cela que porte l'arrêté interdépartemental, que sur ce Castres-Verfeil, il y a 10 km qui sont déjà à 110 km/h aujourd'hui, et donc gagner sur un parcours de 43 km en réalité, 25 minutes, voire 35 minutes comme nous l'indiquait Atosca. Je vous laisse faire les calculs, ça voudrait dire qu'il faut rouler à plus de 160 km/h sur l'autoroute. Donc, à futur. Donc, on voit bien que ces sujets-là ne sont ni datés ni sourcés et surtout, pour certains, complètement incohérents. Donc, on ne va pas s'attarder plus que cela sur cette question-là, mais on voit bien que ce qui nous est opposé en permanence par rapport à la question de la DUP ne suffit pas au regard, et c'est heureux, de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement, puisque, en effet, et je vous le dis, c'est repris également dans le Code des transports, en effet, pour qu'il y ait dérogation de façon si forte dans le cadre d'une infrastructure au Code de l'environnement, eh bien, il faut que véritablement cette raison impérative d'intérêt public majeur soit parfaitement démontrée. Vous nous dites par ailleurs que les études alternatives, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Préfet, qu'elles sont dans le cadre de l'article L. 411-2 et L. 411-4, également de nature sociale et économique. En effet, c'est tout à fait exact, bien sûr. Et donc, vous nous dites que ces études alternatives ferroviaires et routières ont été réalisées. Eh bien, nous souhaitons qu'elles nous soient communiquées, et de toute façon, elles seront demandées à nouveau au ministère, puisque jusqu'à aujourd'hui, je le précise, et c'est pour cela que nous insistons, elles n'ont jamais été communiquées, ni même communiquées dans le cadre de l'enquête publique, puisque vous n'avez pas répondu à ma question, Monsieur Villebois. Est-ce que vous considérez que les prises de position publiques de M. Loche, votre prédécesseur, à l'intention des commissaires enquêteurs, sur cet aspect de la nécessaire recherche alternative à l'autoroute concédée au moment de l'enquête publique environnementale, puisque cela permettait ensuite de déterminer cette fameuse raison impérative d'intérêt public majeur, est-ce que vous considérez que cela a pu priver l'enquête publique et donc les citoyens, et donc de façon générale nous toutes et tous, des nécessaires et obligatoires
autorisation environnementale pour porter dérogation aux espèces protégées. Merci de répondre à cette question. Je voulais ensuite aborder, alors ça sur la question des communications des documents, ce sont mes questions 6. Attendez, excusez-moi parce que je suis un peu perdue dans mes papiers. Ce sont les questions 6, 7, 8, je crois, qui font référence, ainsi que les études concernant l'investissement autoroutier. J'en viens maintenant à la question 8 sur les mesures compensatoires. Sur les comités de suivi des mesures compensatoires, et particulièrement au regard dans votre arrêté interdépartemental en page 57-68, il est fait état, sous la référence MC41, de la question de la désimperméabilisation des délaissés d'infrastructures. Alors, en effet, c'est un sujet important puisque trop souvent, dans les concessions autoroutières précédentes, ces délaissés restent en délaissés et ne reviennent pas à la nature ou à l'agriculture, donc à la nature. Et c'est une bonne chose qu'elle figure dans le cadre de votre arrêté interdépartemental comme devant faire partie des imperméabilisations de délaissés. Mais or, il se trouve que dans le contrat de concession, annexe 12, page 6 et page 21, figure une information sur le volet environnemental, comme quoi Atosca, au moment du contrat au contrat de concession, donc en avril 2022, avait déjà fait des prospectives pour utiliser ces délaissés pour de photovoltaïque. Dans le cadre d'une joint venture qui serait constituée entre Gaïa Énergie, Atosca et le groupe Fabre, qui diversifie ses produits manifestement et son intérêt à l'autoroute. Et ces éléments seraient de nature à produire l'électricité pour les bornes électriques de l'autoroute, c'est ce qu'on nous avait dit, mais également pour produire 40 mégawatts d'électricité. Alors, on peut se satisfaire, et en tant qu'écologiste, véritablement, de ce que on investisse beaucoup dans les énergies renouvelables, sauf que pour produire 40 mégawatts d'électricité, encore faut-il avoir de la terre, et pour 1 mégawatt d'électricité, il faut disposer de 2 à 3 hectares. Je vous laisse faire le calcul. Pour 40 mégawatts, ça fait 3 fois 4, 12, 120 hectares. Et donc, est-ce que vous pourriez m'indiquer s'il existe, et les parcelles concernées, 120 hectares de délaissés d'autoroute qui, en fait, ne reviendraient pas à la nature, mais seraient affectés au photovoltaïque? Et est-ce que ces 120 hectares font partie des éléments relatifs aux mesures d'expropriation que vous avez, auxquelles vous avez évidemment, dans le cadre des missions qui sont les vôtres et de vos autorités, supervisées? Alors peut-être pour répondre là aussi à deux voix, si Monsieur le Président en est d'accord, premièrement, sur la raison impérative d'intérêt public majeur, il n'y a pas de contradiction entre ce qu'indiquait M. Berg et ce que je précise, c'est effectivement pas le seul élément, mais je redis que le tribunal administratif et le Conseil d'État, à l'occasion certes d'un référé, a jugé cet élément comme étant valide. Alors, nous verrons si au jugement au fond l'analyse sera la même, mais on a quand même une première indication assez forte. Ça, c'est pour répondre sur la question du RIPR. Sur la question du gain de temps, donc, et d'une manière générale, comment évalue-t-on cela? D'abord, ça s'évalue de manière globale. On intègre évidemment les problématiques de congestion à l'entrée de Castres, etc., qu'il faut aussi évidemment prendre en compte. En tout cas, méthodologiquement, il y a une instruction du gouvernement du 16 juin 2014 qui présente le cadre général de l'évaluation des projets d'infrastructure de transport
et cela en application des articles L1511-1 à L1511-6 et R1511-1 à R1500-16 du Code des transports. De là, une note technique de la Direction générale des infrastructures des transports et de la mobilité, la DGTM, intitulée « Le référentiel méthodologique pour l'évaluation des projets de transport », présente la méthode pour appliquer ce cadre général. Ce référentiel a été rédigé dans le cadre d'un comité de pilotage animé par l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, avec la participation de la DGTM, du Commissariat général au développement durable, de représentants des services déconcentrés, d'établissements publics et du réseau scientifique et technique du ministère de la Transition écologique. Il a été publié en 2014, il a été mis à jour en 2019 et l'évaluation socio-économique du projet d'A69 a été réalisée en pleine conformité avec ce cadre méthodologique dans la version en vigueur au moment de la réalisation des études, c'est-à-dire le référentiel 2014. Donc on a été, je dirais, techniquement et chronologiquement dans un cadre d'appréciation technique qui était rigoureusement conforme. Et s'agissant des études préalables à la DUP menées par les services de l'État, et dans sa version de 2019, s'agissant de l'actualisation réalisée par Atoscar, ça renvoie à la question qu'on évoquait au début de notre échange. Voilà, je voulais donner quand même ces deux précisions. Et pardon, Monsieur le